L'émission Pixel vous est présentée par les produits Bliblablo de Net Plus avec Internet, mobile et TV. Bonsoir, de très nombreuses applications demandent à accéder à votre carnet d'adresses. C'est très pratique, mais c'est peut-être une fausse bonne idée. Pourquoi? On va le demander à notre expert du numérique, Stéphane Corr. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Nasrat. En quoi est-ce que partager son carnet d'adresses sur une application peut être problématique? Alors, il faut déjà être conscient que ces contacts ne nous appartiennent pas dans les faits. En fait, ces données appartiennent à ceux qui nous les ont confiées pour qu'on puisse les contacter. Alors, c'est un peu une gymnastique intellectuelle à prendre. Donc, finalement, on va faire commerce de données qui ne nous appartiennent pas et on va confier les données donc, de contact de nos amis ou connaissances à des entités tiers. C'est un peu comme si je suis dans la rue et je file le numéro de téléphone d'une des personnes de ma liste de contacts à un ou une inconnue. Et donc, ça serait problématique pour n'importe qui. Et pourtant, il y a un côté très pratique. On ne fait même plus forcément attention quand on clique sur les paramètres. On nous demande tout de suite. On dit c'est plus simple. Alors, il y a l'attention de l'utilisateur ou la vigilance qui est des fois pas forcément au rendez-vous. Néanmoins, à la décharge des utilisateurs, les différents services font tout pour qu'on ne remarque pas qu'on va transférer son carnet d'adresse. C'est-à-dire que c'est plutôt pernicieux. Des fois, on a un grand écran bleu au milieu de son téléphone avec continuer en gros au milieu, puis c'est sur la petite croix en gris tout en haut de l'écran qu'il faudra cliquer pour ne pas partager le carnet d'adresse. C'est-à-dire que les différents prestataires de services font tout pour qu'on partage ce type de données. Et dans l'utilisation que l'on en fait, alors il y a un côté pratique, on le comprend bien, mais ce n'est pas indispensable. Non, ce n'est pas indispensable, on peut vivre sans. Et puis on voit que ça crée des fois des sortes de parasitage de contacts. On prend un réseau social comme le réseau professionnel LinkedIn. Et là, moi, je reçois beaucoup d'invitations de personnes qui ne savent même pas qui m'ont invité à un moment donné ou à un autre, parce que simplement, ils ont partagé leur carnet d'adresse, ils ont donné accès des fois à leur compte email. Mais l'invitation se fait automatiquement ? Alors, pas tout à fait, mais des fois, ils cliquent à un moment du genre envoyer ou évaluer qui est dans votre carnet d'adresse, qui est sur LinkedIn dans votre carnet d'adresse, et des fois, ça envoie des invitations. Et donc, dans ce cas-là, ben, il y a beaucoup d'invitations qui sont envoyées, ils ne sont pas conscients qu'ils ont envoyé cette invitation, on répond, et des fois, ils se disent, mais pourquoi, comment? Voilà, donc, des fois, il y a un effet un peu pervers, mais c'est surtout le fait d'avoir la conscience de ces données. Par exemple, récemment, Facebook a mis en place un outil pour voir si notre numéro de téléphone ou nos adresses e-mail étaient détenues ou étaient présentes chez Facebook. Et moi, j'ai fait le test et un certain nombre, alors mon numéro de téléphone était présent pour Facebook et Instagram et plusieurs de mes adresses e-mail l'étaient aussi pour les deux plateformes et des adresses e-mail que je n'utilise pas avec ces plateformes. C'est-à-dire que des gens ont partagé mes données de contact avec ces réseaux et je n'ai pas de contrôle là-dessus. Bon, il y a toujours la question de savoir à qui on partage et qui utilise ces données. Dans ce cas-là, bon, bah, c'est les géants californiens du numérique. C'est aussi problématique, évidemment, quand on parle d'État. Par exemple, on est en pleine Coupe du Monde, ça a démarré, ça y est. On sait qu'il y a eu beaucoup de questions sur les questions des droits de l'homme, évidemment, mais aussi sur la question de l'utilisation des données sur les portables. Oui, parce que finalement, on va installer une application qui est peut-être une application dédiée, je sais pas, à la Coupe du Monde, au pays, au voyage, à trouver des hôtels. Et cette application va demander des permissions. Les permissions sont l'accès au contact, l'accès à la géolocalisation et une capacité finalement d'un traçage, d'un tracking passif de tous les individus qui va, dans le cadre d'un État qui n'est pas forcément garant on va dire de la liberté d'expression et liberté au niveau des droits humains, peut être quand même problématique. Alors on pense bien qu'évidemment, en prenant le cas d'un journaliste qui est sur place, on peut avoir accès à ses sources par cette méthode-là. Après, pour tout un chacun, bon, Stéphane, vous connaissez la phrase, la réponse habituelle, de toute façon, j'ai rien à cacher, ils peuvent chercher, ils trouveront rien. Oui et non, c'est-à-dire qu'on n'a peut-être rien à cacher, mais de nouveau, on risque d'impliquer d'autres personnes, parce que dans son carnet d'adresse, alors surtout pour des journalistes, ils ont peut-être des sources, des personnes qui ont un intérêt à leur parler, et quelque part, qui ne veulent pas forcément que cet intérêt soit visible ou puisse être identifié par le gouvernement en question.
Et là, c'est problématique. Déjà, quand on arrive à l'aéroport et qu'on allume son téléphone, on s'identifie sur le réseau. Après, les États comme que ce soit le Qatar ou les États environnants, ils ont des outils, ce qu'on appelle les IMSI catchers, donc les outils qui peuvent intercepter les différents appels. Il suffit juste de se connecter au réseau pour que d'autres puissent avoir accès à mes données. Alors, pas totalement aux données, mais déjà on peut identifier la présence de quelqu'un sur le réseau, parce qu'on se connecte au réseau, il y a déjà le numéro d'identifiant de l'appareil physique, qui est l'email, et puis il y a l'identifiant de la carte SIM, qui est l'IMSI, et ces deux identifiants-là sont communiqués au réseau. Et même si, par exemple, tout d'un coup on achète une carte locale, une carte SIM locale, eh ben, on aura toujours cet identifiant du téléphone qui sera communiqué avec la carte SIM locale. En plus, après, ben, il y a toutes les applications, tous les éléments autres qu'on peut installer sur son téléphone qui vont communiquer des données ou donner accès éventuellement à son carnet d'adresse, sa localisation et d'autres éléments. Rapidement, si on n'a pas le choix, en gros, c'est prendre un téléphone jetable avec une carte SIM locale. Tout à fait, c'est-à-dire on prend un téléphone pour l'occasion, un téléphone vierge, on n'y met pas forcément tous ses contacts, et puis on utilise ce téléphone sur place le moment où on en a besoin, puis après, ben, voilà, on le remet à zéro, on le réinitialise. Stéphane Corr, merci pour ces explications, merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve le mois prochain pour le tout dernier numéro avant les fêtes, on se réjouit déjà. À très vite, ciao. Merci. C'était l'émission Pixel qui vous a été présentée par les produits Bliblablo de Net Plus avec Internet, mobile et TV.